Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous expert Keox. Il est 14h30, l'heure de débuter cette session. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Stéphan. Juriste à la Fédération française du bâtiment, vous avez assuré le secrétariat de la commission de normalisation de la nouvelle édition de la norme NFP 03001. À ce titre, vous êtes depuis très sollicité pour dévoiler aux professionnels les nouveautés du cahier des clauses administratives générales applicables au marché privé de travaux de bâtiments. Nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps. Il faut dire que le CCAG est un document particulièrement important puisqu'il fixe les droits et les obligations de chaque partie contractante. Or, la norme NFP 03001 n'avait pas été rééditée depuis 17 ans. Une révision de grande ampleur semblait donc nécessaire. Prise en compte de la réforme du Code civil, amélioration des dispositions sur le paiement, mise en avant de la médiation et de la conciliation. Frédéric Stéphan, vous allez nous éclairer sur les principales modifications. Avant de vous laisser la parole, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à utiliser le bloc questions et nous vous retrouvons pour y répondre à la fin. Alors, je vois que les derniers participants viennent de se connecter. Donc, Frédéric Stéphan, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc nous allons effectivement parler de la norme AFNOR P03001. Cette norme a été modifiée puisque, comme on vient de vous le dire, depuis 17 ans, il n'y avait pas eu de modification. Il était nécessaire de la modifier pour prendre en compte tout ce qui était lutte contre le travail dissimulé, la fraude et détachement, la réglementation sur les entreprises groupées qui a été modifiée, les délais de paiement, puisque la norme ne respectait plus les délais de paiement, notamment de la loi LME, les intérêts moratoires et la médiation. Donc cette norme cahier des clauses administratives particulières. Vous voyez aussi qu'il y a une petite différence maintenant puisque l'AFNOR ne met plus seulement les mois et les années, mais notamment une date. Donc la norme AFNOR P03001 est datée maintenant du 20 octobre 2017. Pour cette norme qui a été modifiée donc juste une fois depuis 2000, avec une toute petite modification sur l'annexe A du compte prorata, et je reparlerai d'ailleurs des annexes de la norme tout à l'heure. Donc cette modification concernait juste un petit point sur les ascenseurs, sinon elle n'a pas été modifiée. L'AFNOR a donc demandé une modification en considérant qu'il fallait effectivement la mettre à jour, puisque si on voulait que les maîtres de l'ouvrage y fassent référence, c'était une nécessité. Dans cette commission de normalisation, il y avait évidemment quelqu'un de l'AFNOR qui était le président. J'assurais le secrétariat de la commission, mais surtout, ce qui était important, c'était de réunir autour de la table tant des entrepreneurs que des maîtres d'ouvrage et notamment des promoteurs. Vous voyez qu'il y a la fédération des promoteurs constructeurs qui est présente. Il y avait aussi une société anonyme d'HLM et puis des maîtres d'œuvre, des maîtres d'autres maîtres d'ouvrage. Le but de la commission était surtout de garder une norme équilibrée entre les parties et puis d'avoir la participation de ces maîtres de l'ouvrage qui font référence à la norme AFNOR dans leur CCAP et en espérant que dans la mesure où ces maîtres de l'ouvrage étaient autour de la table, ils ne modifient pas trop dans leur CCAP la réglementation de la norme AFNOR. Donc ça, c'était très important pour la commission P03A de garder aussi une norme très équilibrée. La première norme date de 1948, elle ne faisait que 19 pages et donc vous voyez que la norme maintenant fait 56 pages de clauses avec 12 pages pour les 3 annexes qui sont relatives au compte prorata. Et je rappelle qu'en droit français, en réglementation applicable au marché privé ou public, il n'y a aucune réglementation sur le compte prorata, sauf celle qui est prévue dans la norme AFNOR P03. P03001 et que les annexes A, B et C de la norme comportent donc des clauses très importantes sur le compte prorata qui, je le dis maintenant pour pas l'oublier, n'ont pas été du tout modifiées puisque nous avons considéré dans la commission qu'elles répondaient aux différentes questions qui avaient été posées lors du processus de révision de la norme. Vous voyez que cette norme, le processus de révision a été entamé en novembre 2016, s'est achevé le 27 avril 2013 avec seulement 13 réunions. Il faut quand même le souligner qu'il y a eu 6 réunions de dépouillement, dont nous avons eu beaucoup de questions après lors de l'enquête publique. Il faut quand même signaler que la révision s'est faite d'une façon relativement agréable, rapide, et qu'il y a eu quand même souvent un consensus autour de la table. Donc la norme AFNOR de décembre 2000 et l'amendement de 2009, ces deux documents sont remplacés par la nouvelle édition du 20 octobre 2017.
vous voyez que cette norme est disponible sur le site de Keox. Et puisque la norme est remplacée, il faudrait que les maîtres d'ouvrage oublient la norme de 2000, hein, qui est toujours en vente d'ailleurs à l'AFNOR et disponible sinon sur d'autres sites. Mais il faut vraiment que les maîtres de l'ouvrage utilisent la dernière norme puisque c'est elle qui a pris en compte toute la nouvelle réglementation. Donc la norme AFNOR ne s'applique, comme la précédente d'ailleurs, qu'au marché qui s'y réfère expressément, ce qui veut dire que la norme ne s'applique pas automatiquement, ce n'est pas un texte réglementaire ni législatif. Il faut donc y faire référence dans le marché. Donc quand j'ai dans le marché, c'est dans le devis, le contrat. Pour les entreprises, c'est aussi dans les conditions générales d'intervention qu'on peut y faire référence. Il n'y a donc pas d'application automatique. Un point assez important, on s'est rendu compte à la commission que la norme faisait surtout référence aux contrats de construction de maisons individuelles, qu'elle s'appliquait souvent entre professionnels, mais qu'il fallait peut-être rappeler qu'elle s'appliquait aussi aux consommateurs, évidemment si elle est citée comme document contractuel dans les marchés. Donc, il est précisé au départ dans le préambule que les consommateurs sont tout à fait éligibles à l'application de la norme, ce qui a d'ailleurs ce qui a fait que dans la commission, nous avons été obligés à chaque fois que nous avons modifié une disposition de penser client professionnel, contrat de construction de maisons individuelles, mais aussi consommateurs. Donc j'y reviendrai tout à l'heure concernant les délais de paiement, concernant les intérêts moratoires, concernant aussi la médiation, où à chaque fois dans la norme, nous avons eu l'obligation de regarder qui était concerné par la norme AFNOR. Et je reviendrai aussi tout à l'heure sur l'application à certains maîtres d'ouvrage de la commande publique, comme les SAD HLM, qui font référence à la norme AFNOR, qui donc passent maintenant des marchés soumis à la commande publique, mais qui restent des maîtres d'ouvrage privés et qui donc peuvent très bien faire référence à la norme AFNOR. Il est tout à fait possible de déroger aux clauses de la norme dans le CCAP ou dans d'autres documents. Mais là, nous avons beaucoup insisté sur le fait que dans la mesure où on déroge à la norme AFNOR, il est nécessaire de faire une récapitulation de tous ces articles où on déroge au dernier article du document, que ce soit le CCAP, le devis ou autre chose. Pour l'intégration des nouveautés législatives ou réglementaires, donc c'est le même plan avec presque la même numérotation. Pourquoi presque la même numérotation? Tout simplement, nous avons dû ajouter quelques articles concernant notamment la lutte contre le travail dissimulé ou d'autres articles. Donc, on a été obligé de décaler un petit peu certains articles, mais nous avons essayé en tout cas de garder la même architecture dans la mesure où c'est plus facile pour les utilisateurs de se référer toujours aux mêmes articles dans la norme. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le but, c'était de prendre en compte la réforme des contrats, notamment l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, puisqu'il y a eu quelques modifications qui intéressaient la norme AFNOR, notamment que je pense à la réception tacite, avec réfaction, tout ce qui était aussi théorie de l'imprévision. Donc, ce sont des choses qu'on a dû prendre en compte, qu'on a plus ou moins gardées, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La lutte contre le travail dissimulé, les délais de paiement, la médiation et les entreprises groupées. Donc ça, je passe un petit peu vite puisque c'est ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. Concernant le vocabulaire, donc le vocabulaire, nous en avons ajouté un, c'est chargé de synthèse. Donc quand on ajoute juste un vocabulaire, une définition, il faut bien évidemment en même temps ajouter un article. Donc nous avons ajouté un article sur le chargé de synthèse, à quoi servait un chargé de synthèse, donc ses missions. Nous avons mis à jour les définitions sur les déchets, entrepreneurs groupés, marché à prix global et forfaitaire. Et puis, comme dans la norme P03002 qui a été modifiée donc en 2013 et en 2014, qui concerne les travaux de génie civil, eh bien, nous avons décidé, alors quand je dis nous, c'est bien sûr la commission de normalisation P03A, de reprendre le vocabulaire qui existe déjà dans le CCAG Travaux 2009, qui a été modifié en 2014, puisque dans la norme, on parlait de tout ce qui était mémoire en mémoire définitif, décompte définitif, et c'est un vocabulaire qui parfois gênait les entrepreneurs, notamment quand on disait que l'entrepreneur remettait son mémoire définitif après réception. Quelques entrepreneurs confondaient avec le mémoire en réclamation. Donc, pour plus de simplification, la commission a adopté le vocabulaire qui existe dans le CCAG Travaux. L'entrepreneur envoie son projet de décompte final.
Le maître d'ouvrage fait un décompte général et si les parties en sont d'accord, on aboutit à un décompte général et définitif, donc DGD. Alors, entrons maintenant dans les différentes modifications qui ont été apportées aux articles de la norme AFNOR. Une première modification concerne la sous-traitance. La commission s'est rendue compte qu'on parlait effectivement du sous-traitant qui était déclaré en cours d'exécution du marché et non pas que si le sous-traitant était déclaré au moment de la remise de l'offre. Donc, un ajout assez simple a été mis, c'est le sous-traitant qui est déclaré au moment de la remise de l'offre. Eh bien, si le marché est signé par le maître de l'ouvrage, ça vaut acceptation du sous-traitant. Donc rien d'extraordinaire, mais il fallait quand même le préciser puisque c'était quelque chose qui n'existait pas dans la norme P03001 de décembre 2000. Concernant l'interdiction de la sous-traitance totale, eh bien, ça existe toujours, rien n'a été modifié, puisque l'entrepreneur principal doit exécuter avec sa propre main-d'œuvre une part significative des prestations correspondant à son ou ses activités de base, sachant qu'il y a pour l'instant enfin, aucun pourcentage qui est prévu, c'est juste au maître d'ouvrage de le préciser dans les documents particuliers du marché. Cet article est ajouté puisque vous savez que l'article L111-3-2 du Code de la construction et de l'habitation a été créé suite à un article de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique verte. Je vous épargne le titre entier de la loi. Donc cet article sur la cotraitance oblige maintenant, et donc ça nous a semblé important de le mettre dans la norme, même si c'est un peu idiot parfois de reprendre les articles du Code de la construction et de l'habitation ou d'autres articles de code. Mais là, comme c'est quand même une modification importante, puisque si les entrepreneurs ne respectent pas cette obligation, eh bien le marché peut être nul. Donc, vous voyez que les entrepreneurs ont l'obligation dans les marchés de travaux privés, en dessous de 100 000 € hors taxe, de mettre des mentions obligatoires qui sont l'identité du maître d'ouvrage, celle des co-traitants, bon ça c'est pas très compliqué, la nature et le prix des travaux ou prestations de services vont être réalisés par chaque co-traitant de façon détaillée. Ça peut poser un petit peu plus de problèmes. La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des co-traitants envers le maître de l'ouvrage. Donc ça, pour tout vous dire, la Fédération française du bâtiment a essayé de lutter contre cette disposition, puisque dans les marchés de travaux privés en dessous de 100 000 € en taxes, il est quand même rare que les entrepreneurs déterminent leur solidarité juridique vis-à-vis du maître d'ouvrage. Alors on peut peut-être aussi considérer que ce sera un bien, puisqu'à ce moment-là, les entrepreneurs seront eux-mêmes entre eux quelle solidarité ils proposent au maître de l'ouvrage et ce qui en découle pour eux. Et puis le nom et la mission du mandataire des co-traitants, ça aussi, ce n'est pas toujours très clair avec les entrepreneurs. Bon, espérons qu'en tout cas les entrepreneurs y pensent. Et la commission, après avoir beaucoup discuté sur ce point, a considéré que c'était quand même important de le rappeler dans la norme AFNOR. En complément, l'article 12.1 a été aussi modifié puisqu'il s'agit de la coordination entre les entreprises groupées et nous avons repris un petit alinéa qui existe aussi dans l'article L111-3-2 du Code de la construction et qui constitue la mission du mandataire. Donc pour effectivement expliquer que la mission du mandataire consiste à transmettre des informations et documents, à coordonner les co-traitants sur le chantier et avec un alinéa précisant que la mission doit être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. Voilà, donc ça, surtout ce qui est important à notre sens, c'est le précédent article que je viens d'évoquer, dans la mesure où c'est des choses qui ne sont pas souvent faites en marché de travaux privés pour les entrepreneurs. Alors, des articles modifiés, l'article 5, il y avait déjà un article sur l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé dans la norme AFNOR, mais qui n'était pas très développé. Donc, nous l'avons développé en nous calquant sur ce qui était déjà prévu dans la P03002, puisque nous avions eu l'aval du ministère du Travail avec les articles qu'on avait mis dans la P03002 concernant le génie civil. Donc, nous avons recalqué ces articles qui concerne l'obligation d'entreprise du fait de la coordination SPS, la mise en place d'un PPS, donc c'est tout ce que nous avons mis. Et puis quand même quelque chose de très très important, c'est la lutte contre le travail illégal et la fraude de détachement. Et là, nous avons fait un grand article sur le port de la carte d'identification professionnelle sécurisée, puisque vous savez que c'est une demande de la Fédération française du bâtiment.
présente dans la commission P03A. Et donc, nous avons rappelé l'obligation du port de cette carte par tous les salariés, quels qu'ils soient, entrepreneurs titulaires ou sous-traitants. Et puisque c'est une obligation, nous avons aussi modifié un article en fin de norme, qui est l'article qui concerne la résiliation de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire au tort de l'entreprise en cas d'oubli ou de perte de la carte. En tout cas, si le maître d'ouvrage demande la carte d'identification professionnelle et que le salarié ne peut la produire, eh bien, il est prévu des sanctions du maître de l'ouvrage, ce qui est tout à fait normal. D'où une modification d'un article 20 et quelques, je ne sais plus exactement, le 22 et quelques de la norme. Et puis, le cas des salariés détachés, de la même façon, il était important de rappeler dans la norme les obligations du respect de ces dispositions. Alors, la communication, les travaux à proximité des réseaux. Concernant les communications, l'article 6.3.1 a été modifié, notamment pour préciser tout ce qui était moyen de communication électronique. Ça nous a semblé important puisque nous avons, par analogie en marché public, beaucoup de modifications sur tout ce qui est transmission des factures électroniques. Donc, en marché privé, il n'y a pas de raison que ce soit la traîne, surtout que déjà, des maîtres d'ouvrage privés obligent les entrepreneurs à transmettre des choses, des documents, des demandes de paiement, des situations par voie électronique. Donc, nous l'avons ajouté ici. L'article 8.3, travaux à proximité des réseaux, donc ça c'est tout à fait un autre sujet. C'était aussi important, c'était une question qui nous a beaucoup préoccupé quand nous avons révisé la norme P03002, puisque ça concernait certainement le génie civil pour la P03002, mais ça concerne aussi les marchés de bâtiments. Donc nous avons recopié l'article qui était dans la norme P03002 en précisant donc que l'entreprise doit suspendre l'exécution des travaux, notamment en cas de découverte de réseaux non signalés, engendrant un risque pour les personnes. Mais surtout, ce qui était important, c'est de préciser que l'entreprise ne subit pas de préjudice financier du fait de cet arrêt. Donc ça, c'est bien expliqué dans la norme. Je n'ai pas mis tous les articles. Concernant l'imprévision, qui va arriver. Alors, cet article concernant l'imprévision, c'est l'article 9.1. Qui était important. Donc là aussi, est-ce qu'il fallait mettre un article dans la norme qui est prévu déjà dans le Code civil, puisque cet article du Code civil était très important. La commission a décidé que oui, dans la mesure où il était quand même normal. Cette théorie est nouvelle. Vous savez qu'elle existe depuis très longtemps. C'est la théorie de l'imprévision qui existe depuis 1872 en marché public de travaux. La théorie de l'imprévision ici, nous n'avons pas tout repris, hein, ce qui était dans l'article du Code civil. On a choisi d'évacuer notamment le recours au juge, sachant que, vous le savez, puisque c'est issu de la loi, de l'ordonnance du 10 février 2016, eh bien, elle est en cours de ratification devant le Parlement et qu'il y a quelques discussions, notamment sur la réécriture de cet article. Donc là, nous avons juste rappelé que, en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du marché, que cette circonstance, ces changements rendaient l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'est pas acceptée d'assurer le risque, eh bien cette partie peut demander une renégociation du marché à son co-contractant. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de jurisprudence sur cette disposition, et donc on ne sait pas si les tribunaux de l'ordre judiciaire vont avoir la même définition de la théorie de l'imprévision que celle des marchés publics. Variation de prix. Alors, concernant la variation de prix, là aussi, une petite modification qui apparaît anodine, mais qui est quand même importante, puisque quand on fait une variation de prix, il y a l'obligation d'avoir dans le marché, puisque la norme ne détermine pas elle-même la variation de prix, la possibilité, on renvoie au document particulier du marché. Il était quand même difficile, dans certains cas, de faire des variations de prix et des révisions, notamment quand les indices disparaissaient. Donc là, juste une petite précision, lorsque l'indice n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus, puisque autour de la table, certains représentants, notamment les entrepreneurs, ont considéré que lorsque l'indice disparaissait, certains maîtres d'ouvrage privés refusaient de faire les actualisations ou les révisions. Donc, ce qui veut dire que maintenant, cette révision ou actualisation prévue contractuellement, eh bien, continuera à se faire. Pénalité de retard. Alors, dans la norme
de 2000, de décembre 2000, vous vous souvenez que le montant des pénalités de retard, c'est 1/1000 du montant du marché. Ça avait eu lieu en 1999 lors de l'écriture de la norme de 2000, à beaucoup de discussions autour de la table, avec notamment des maîtres d'ouvrage publics qui avaient considéré qu'on devait être 1/1000 du montant du marché pour se rapprocher, je ne sais pas pourquoi, des marchés publics, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs du CCAG Travaux de l'époque, mais c'était comme ça. Donc nous avions beaucoup bataillé à ce moment-là à la FFB. On n'avait pas eu raison, on n'avait pas eu gain de cause. Et là, autour de la table, que ce soit les entrepreneurs ou les maîtres d'ouvrage, eh bien, la pénalité de retard est passée de 1/1000 à 1/30000 du montant du marché sans aucune difficulté. Peut-être parce qu'autour de la table, il n'y avait plus de maître d'ouvrage public, et notamment parce que le CCAG Travaux de 2009, modifié 2014, prévoit lui aussi une pénalité journalière de 1/30000 du montant du marché. Et puis j'ai laissé sur transparent le montant des pénalités de retard qui est plafonné à 5% du montant du marché, puisque ça me paraissait important dans la mesure où beaucoup d'entrepreneurs pensent que dans tous les marchés, il existe un plafonnement des pénalités de retard, ce qui n'est pas vrai. Et donc la norme le prévoyant, il est important de le laisser. Ça n'a pas été modifié et n'a fait d'ailleurs aucune remarque de la part des maîtres d'ouvrage autour de la table qui ont tout à fait accepté ce plafonnement. Réception avec réfaction. Donc ça, c'est issu de l'article 2223 du Code civil. Vous voyez, c'est inscrit dans l'article 17.2.6.1 de la norme. C'était important quand même de le mettre dans la mesure où c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en pratique. Les entrepreneurs acceptent de faire des réfactions de prix s'il existe sur le chantier des petites malfaçons. Donc on fait un PV de réception sans réserve. Et à ce moment-là, on accepte, en discutant avec le maître d'ouvrage, de diminuer le montant du solde, avec toujours le maître d'ouvrage, mais le PV, bien sûr, est sans réserve. Il est bien évident que dans ce cas-là, il fallait insister sur la faible importance des imperfections, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir une réception de travaux s'il y a vraiment beaucoup de malfaçons. Donc là, on a insisté, et je l'ai mis en gras, que la réception avec réfaction eh bien, se fait avec le maître d'ouvrage quand il y a peu d'imperfections. Et c'est écrit, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché. Donc dans ces cas-là, si l'entrepreneur accepte la réfaction, et on a beaucoup insisté, c'est vraiment l'entrepreneur qui doit accepter la réfaction, les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Donc cet article a donné lieu à un peu plus de discussion, puisque certains entrepreneurs n'étaient même pas d'accord, considérant que si on ne précisait pas que c'est eux qui prenaient la main sur la réception avec réfaction, il y aurait peut-être certains maîtres d'ouvrage qui pourraient exagérer et diminuer le montant des travaux payés, donc le montant du solde, en considérant que les travaux, même les faibles imperfections, étaient très importantes par rapport au solde qui restait, et donc le diminuerait. Donc c'est pour ça que nous avons précisé que c'est l'entrepreneur qui doit accepter la réfaction de prix. Paiement, intérêt moratoire, retenue de garantie. Donc c'est là où nous avons dû réfléchir sur les paiements et les intérêts moratoires, mais pas sur la retenue de garantie, mais sur les deux premiers sujets, à savoir exactement ce que nous mettions dans la norme. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que dorénavant, la norme, même si elle s'appliquait avant aux consommateurs, mais là on a voulu faire un focus sur l'application de la norme aux consommateurs, parce que ça nous apparaissait important. Donc quand nous sommes arrivés au paiement et aux intérêts moratoires, nous avons dû prendre les cas où le marché est signé avec un consommateur ou un professionnel, donc avec des délais de paiement avec le professionnel, c'est le code de commerce, mais aussi donc avec le consommateur, il n'y a pas de réglementation particulière, donc il fallait prévoir une réglementation dans la norme. Et le point suivant concernait les paiements avec les maîtres d'ouvrage de la commande publique qui font référence dans leur CCAP ou dans leurs documents contractuels à la norme AFNOR. Donc c'est pour ça que lorsque vous irez lire les délais de paiement de la norme AFNOR ou les intérêts moratoires, nous avons à chaque fois différencié les maîtres de l'ouvrage privés, consommateurs et professionnels, puisque nous avons décidé dans la commission de soumettre les consommateurs au même délai de paiement que les professionnels. Et puis nous avons fait un autre paragraphe concernant les maîtres de l'ouvrage de la commande publique qui sont soumis au décret de mars 2016 et puis à l'ordonnance concernant la commande publique, qui sont soumis aussi au décret du 29 mars 2013 concernant les délais de paiement, mais qui peuvent faire référence à la norme AFNOR. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais on arrivait quand même à réécrire, et c'est ce que vous verrez dans la norme. En revanche, il n'existait rien sur l'avance,
puisque l'avance était juste citée. On dit qu'on pouvait avoir une avance et qu'on renvoyait au CCAP. Et là, dans les discussions, eh bien, autour de la table, il n'y a pas eu de problème pour mettre une avance dont le montant est prévu à 10% du montant du marché, avec notamment le remboursement de cette avance qui a été calqué sur le remboursement qui est prévu dans le décret du 25 mars 2016, donc sur la commande publique, avec un début de remboursement de cette avance à 65% du montant du marché et une fin à 80% du montant du marché. Après, concernant les articles sur les délais de paiement. Alors, si je finis sur l'avance, nous n'avons pas prévu dans l'avance de caution bancaire pour délivrer l'avance ou de garantie à première demande. Nous avons laissé le sujet libre, on n'en a pas parlé. Concernant les délais de paiement donc des acomptes et du solde, nous avons tenu compte de l'article L 441-6 du Code de commerce, puisque c'était important dans la mesure où la norme AFNOR de 2000 ne prenait pas en compte ces différents délais de paiement. Il y avait des délais de paiement trop longs. Donc, dans le taux des intérêts moratoires, par rapport aux intérêts moratoires, nous sommes calqués sur le taux BCE plus 8 pour les professionnels, BCE plus 10 pour les personnes privées relevant de la commande publique, en respectant à chaque fois les différents textes. Et nous avons rappelé l'obligation, même si on ne la voit pas très souvent, de verser une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement pour les maîtres de l'ouvrage professionnels, pour les maîtres de l'ouvrage privés relevant de la commande publique, mais bien évidemment pas pour les consommateurs, puisque les consommateurs, les entrepreneurs ne peuvent pas leur demander de verser cette indemnité de 40 €. Et puis, modification aussi concernant la retenue de garantie, puisque dans la norme AFNOR P03-001 de décembre 2000, la retenue de garantie était obligatoire, puisqu'il est marqué, c'était comme ça. Là, c'est une modification. La retenue de garantie sur les acomptes devient facultative, puisqu'il est marqué si le marché le prévoit. Donc, ce qui veut dire que si le marché ne prévoit rien, alors quand je parle marché, devis, bon de commande, tout ce qu'on veut, tous les documents contractuels qui existeront entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, donc si ce document ne prévoit rien, il n'y aura pas de retenue de garantie. En revanche, nous avons laissé la loi de 71 sous l'article 20.5 relatif à la retenue de garantie, puisque c'était dans un but pédagogique. Nous avons hésité à l'enlever de la même façon, en considérant qu'il n'est pas toujours judicieux de faire référence à les articles du Code civil, du Code de commerce, de laisser des textes législatifs. Mais dans la mesure où il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage et même d'entrepreneurs qui ne connaissent pas bien cette loi, qui pourtant n'a que 4 articles, qui confondent souvent l'objet de la retenue de garantie, parce que cet objet, c'est uniquement les réserves à la réception et sûrement pas le parfait achèvement, puisque la Cour de cassation l'a rappelé, eh bien, nous avons décidé quand même de laisser la loi en dessous de l'article sur la retenue de garantie. Contestation, assurance. Alors, la contestation, dans le règlement, c'est là où nous avons changé l'article, notamment pour mettre en avant la médiation, la conciliation, considérant que, au vu de la pratique, la médiation des entreprises évoluait de façon très positive. Et à la Fédération française du bâtiment, nous poussons beaucoup nos adhérents à aller vers la médiation. Et puis, nous avons aussi eu l'obligation de prévoir la médiation pour les clients consommateurs, puisque les entrepreneurs ont l'obligation dans leurs documents contractuels de prévoir une médiation, de proposer cette médiation aux clients consommateurs, même s'ils n'utilisent pas. C'est le client consommateur qui décide si oui ou non il va d'abord vers la médiation. Concernant les assurances, la modification, l'article était assez court dans la norme précédente. Donc là, vous avez sûrement vu que là, c'est beaucoup plus développé concernant l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, l'assurance dommage-ouvrage, la tout risque chantier. Ces articles ont d'ailleurs suscité pas mal d'interrogations, de renvois aussi aux articles de code de l'assurance. Concernant aussi tout ce qui concerne la définition de l'assurance décennale obligatoire, quels articles ont cité, pour arriver quand même à un consensus. Eh bien, merci. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous allons donc passer maintenant aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions. Les explications s'affichent actuellement sur votre écran. Donc, à tout de suite.
Alors voilà, nous sommes de retour pour répondre aux questions. Donc, première question, est-ce que de nouvelles définitions liées au BIM sont aussi dans ce nouveau CCAG? Alors, la commission a réfléchi, puisqu'effectivement, le BIM, c'est quelque chose de très important. Et pour être sincère avec vous, nous n'avons pas trouvé de consensus pour écrire sur le BIM, puisque certaines personnes voulaient juste mettre un article, comme dans le décret du 25 mars 2016 sur la commande publique. D'autres voulaient détailler ce que c'était le BIM. Et autour de la table, les participants ont considéré que notre connaissance du BIM n'était pas assez avancée pour se permettre d'écrire quelque chose de clair. Alors, pouvez-vous préciser le lien entre le CCAG et la norme AFNOR NFP 03001? Alors, la norme AFNOR P03001 est un CCAG de travaux, ce qui veut dire que si on le cite comme document contractuel, il va s'appliquer. Alors, si la question, le parallèle se fait avec le CCAG de travaux 2009 en marché public modifié 2014, il n'y a aucun lien. Aucun lien dans la mesure où il y en a. Enfin, on peut d'ailleurs faire référence dans un marché privé au CCAG travaux, c'est un petit peu difficile parfois d'application. Et puis il y a des maîtres de l'ouvrage aussi qui font référence au au CCAG norme AFNOR dans les marchés de travaux publics. C'est possible. Et entre les deux, il n'y a aucun lien, sauf que nous avons essayé à chaque fois d'éviter d'avoir des vocabulaires différents ou des montants de pénalités différents. Voilà, on a essayé juste d'assez uniformiser en pensant que pour les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs, c'était plus simple d'avoir quelque chose d'assez uniforme, mais sinon, il n'y a aucun lien entre les deux et surtout, il ne faut pas faire référence dans un marché au CCAG travaux 2009 marché public et au CCAG norme AFNOR P03001 marché privé. Alors, peut-on utiliser l'ancienne norme le temps d'adapter nos CCAP à la nouvelle? J'ai dit tout à l'heure que la norme est remplacée, donc c'est vrai qu'elle n'est pas abrogée. J'ai même précisé que sur le site de l'AFNOR, ils la vendent plus cher d'ailleurs que la nouvelle norme, pour peut-être décourager les acheteurs. On peut effectivement faire référence à l'ancienne norme, mais ce serait un peu dommage dans la mesure où si vous faites référence à l'ancienne norme, vous ne prenez pas en compte les modifications de la réglementation que l'on a vu tout au départ dans le diaporama, quand même de modifications qui sont importantes. J'ai parlé assez vite puisque le temps était compté, mais quand vous regardez les articles de la norme, la nouvelle norme, elle prend quand même en compte beaucoup de choses qui ont été modifiées. Et il serait quand même embêtant, par exemple, si vous êtes un maître d'ouvrage, que vous fassiez référence à l'ancienne norme en ne respectant pas notamment la loi LME. Si vous travaillez, si vous êtes par exemple un promoteur et que vous ne respectez pas la loi LME, ce serait quand même très embêtant. Si vous êtes entrepreneur et que vous oubliez dans votre marché de mettre une référence pour, par exemple, la médiation des consommateurs, c'est aussi très embêtant puisque je vous rappelle qu'il y a des sanctions pour tous ces oublis-là. Donc, il vaut mieux oublier la norme 2000 et essayer le plus vite possible d'appliquer la nouvelle norme. Alors, une autre question, comment doit se comporter le maître d'œuvre par rapport à cette norme? Alors, comment doit se comporter le maître d'œuvre? Le maître d'œuvre, c'est lui qui fait le CCAP. J'ai répondu un peu à la question avant, c'est-à-dire qu'il doit modifier le CCAP si c'est lui qui l'a écrit, pour faire référence à la nouvelle norme, pour prendre en compte tout ce qui est loi LME. À part ça, bon, je dirais juste que dans le maître d'œuvre, il est pas réellement, enfin, il est concerné indirectement quand même, puisque nous avons mis des choses sur l'ordre de service, sur les attachements. On a quand même modifié des petites choses. On a aussi modifié des choses concernant les délais de vérification sur les délais de paiement. Donc, le maître d'œuvre doit bien lire la nouvelle norme pour être sûr qu'il n'a pas raté quelque chose, même si au départ, on n'a pas l'impression que ça le concerne, puisqu'on dit toujours que ça concerne l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. Mais le maître d'œuvre étant quand même une partie intervenante et importante dans un marché, il faut quand même bien lire cette norme pour appréhender les modifications. Je vous dis, je pense au délai de paiement, je pense à la réception, à toutes ces petites choses. Alors, quel est l'avantage pour un maître d'ouvrage privé assujetti aux règles de la commande publique de se soumettre à la norme plutôt que CCAG marché public? La première réponse, c'est que vous avez, quand vous êtes un maître d'ouvrage nouvellement soumis à la commande publique, avant, vous aviez souvent, je pense que vous avez l'habitude de faire référence à la norme AFNOR P03001. Et puis, dans la norme AFNOR, ça concerne quand même les marchés privés. Donc, c'est vrai que quand vous êtes, par exemple, une SA d'HLM, vous répondez dans les marchés, vous passez vos marchés avec publicité, mise en concurrence, comme un marché public. En revanche, il peut y avoir des choses comme la réception et greffaction, même si je crois que dans le CCAG, dans mon souvenir, on l'a prévu.
Pour moi, c'est des choses, c'est plus simple de faire référence à la norme AFNOR P03001, surtout si vous avez l'habitude de le faire avant. Je considère quand même que quand nous avons réfléchi aux modifications de la norme, on s'est vraiment axé sur les marchés privés et on avons pensé aux marchés soumis à la commande publique que vraiment dans les articles très spécifiques. Alors, une question sur la médiation est-elle à la charge de l'entrepreneur ou de l'architecte? Alors la médiation, nous considérons dans la norme AFNOR que la médiation telle que nous l'avons écrite dans un des derniers articles concerne l'entrepreneur, puisque quand l'entrepreneur passe un marché avec un consommateur, cet entrepreneur a l'obligation de faire référence dans son contrat, dans son devis, dans son marché, à un médiateur. Pour tout vous dire, à la fédération, nous avons un partenariat avec Médicis qui est mis en place par les huissiers. Donc c'est juste pour aider nos adhérents à avoir un médiateur, puisqu'il n'y en a pas encore beaucoup, et ce médiateur leur permettra aux consommateurs de saisir la médiation si le consommateur le désire, mais ce n'est pas une obligation. Donc pour nous, si vous voulez, dans la norme AFNOR, ça concerne la relation de l'entrepreneur avec le consommateur. Alors, quel est le montant minimum pour sous-traiter, Alors, le montant minimum pour sous-traiter, il y en a pas. Alors, je comprends pas trop la question aussi, pour tout vous dire, parce que la seule chose, si ça fait référence à ce qui a été projeté tout à l'heure, dans la norme AFNOR, nous avons juste gardé ce qui existait avant. C'est l'obligation pour l'entrepreneur de réaliser une partie des travaux, mais il n'y a aucun pourcentage, ce qui veut dire que c'est au maître de l'ouvrage de décider, dans le document contractuel qui signe l'entrepreneur, le montant des travaux qu'il ne veut pas avoir sous-traités, soit par rapport à un ouvrage, soit par rapport à une qualification qu'il a réclamée à l'entrepreneur, mais il n'y a rien comme montant maximum ou minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a rien et que l'entrepreneur, même si le marché fait référence à la norme AFNOR, sous-traite 95% du montant du marché et que le maître d'ouvrage dit rien, c'est tout à fait possible. Alors, que doit-on faire si un marché conclu après la parution de la nouvelle norme fait référence à l'ancienne norme? Bien rien, vous ne devez rien faire puisque j'ai dit tout à l'heure que la norme était remplacée, donc elle n'est pas abrogée et nous sommes en marché privé, donc ça veut dire que un maître de l'ouvrage qui fait référence à l'ancienne norme, c'est contractuel. Si vous signez le marché avec l'ancienne norme, c'est un document contractuel que vous devez appliquer. La seule chose, c'est qu'il faudra que le maître d'ouvrage, dans ces cas-là, fasse des dérogations à l'ancienne norme concernant la loi LME, si c'est pas prévu déjà dans son marché. Mais s'il prend in extenso la loi comme ça, il doit faire des modifications puisque la loi de 2000 n'est plus en adéquation avec la réglementation. Quels sont les articles auxquels on ne peut pas déroger? Alors, les articles auxquels vous ne pouvez pas déroger. Vous pouvez déroger à tous les articles, sauf ceux qui sont d'ordre public. Je pense par exemple à, non, même pas la retenue de garantie, puisqu'on a juste cité la possibilité d'avoir la retenue de garantie. Vous pouvez déroger même au délai de paiement à condition de mettre des délais inférieurs, puisque nous avons respecté les délais maximum de paiement. Donc je dirais comme ça, vous pouvez déroger à tout en respectant les règles d'ordre public. Vous pouvez faire mieux que la norme, puisque effectivement, par exemple, vous pouvez déroger, si on considère que les délais de paiement d'une société anonyme d'HLM, c'est 60 jours, on peut très bien mettre 30 jours, donc vous pouvez déroger. En parallèle de cette mise à jour de la norme, a-t-il été discuté de l'intérêt ou non de faire évoluer la loi de 1971 sur le champ de la retenue de garantie qui actuellement ne couvre pas les restes de parfait achèvement? Ah, c'est une très bonne ou une très mauvaise question, je ne sais pas. Alors non, il n'a pas été du tout discuté puisque c'était pas le but de la commission. La commission, c'était juste de modifier la norme AFNOR P03001. Donc non, ce n'est pas du tout le sujet, même si effectivement nous savons que certains maîtres d'ouvrage voudraient faire évoluer la loi. Mais vous pensez bien qu'à la Fédération française du bâtiment, nous n'avons pas la même idée. Donc c'était pas le lieu en tout cas de discuter cette loi. Donc non, nous avons juste laissé la loi pour effectivement que tout le monde, pour l'instant, puisqu'elle est d'ordre public, cette loi, respecte bien effectivement l'objet de la retenue de garantie, les réserves à la réception, et non pas toute autre chose, et notamment non pas les réserves de parfait achèvement.
voir comment réagir dans cela. Ça. Avez-vous des informations sur la prise en compte de cette modification de la norme par le CNOA pour les contrats types proposés par l'ordre? Non, pas du tout. Ça, effectivement, c'est peut-être un point sur lequel on devrait se pencher, je le note, mais non, ça, je n'ai aucune information. L'entreprise mandataire doit-elle être assurée pour les lots sous-traités? Bien sûr. Alors, attendez, enfin, bien sûr. Non, je réponds un peu vite. Alors, entreprise mandataire, non. Si vous me parlez d'une entreprise mandataire d'un groupement, je vous rappelle que le groupement n'ayant pas la personnalité morale, ce n'est pas le groupement qui prend le sous-traitant, c'est l'entrepreneur principal. Hein. Donc, alors attendez, vous pouvez moi juste me dire là, j'ai perdu pardon le fil. Hein, c'était. Ah oui, le mandataire, pardon. Mandataire. Non, ce qui veut dire que c'est l'entreprise du groupement qui prend le sous-traitant, qui doit être assuré vis-à-vis du maître de l'ouvrage de tous les travaux qu'il réalise. Si jamais les travaux sont soumis à décennale, c'est l'entreprise principale qui, vis-à-vis du maître d'ouvrage, aura cette garantie. Si c'est le mandataire qui prend un sous-traitant, la réponse à votre question est oui. Et après, c'est à chaque entrepreneur qui prend un sous-traitant. Donc, si vous me dites mandataire, si c'est un groupement co-traitant, si c'est le mandataire qui prend un sous-traitant, il est assuré vis-à-vis du maître d'ouvrage, est responsable de tous les travaux vis-à-vis du maître d'ouvrage, et il voit avec son sous-traitant, dans le contrat de sous-traitance, ce qu'il met par rapport à ses garanties. Si c'est un co-traitant, c'est le co-traitant qui est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage des travaux qu'il réalise, c'est lui qui prend les garanties. De la même façon, dans son contrat de sous-traitance, il met ce qu'il veut concernant les assurances, les pénalités, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Je vous rappelle aussi que dans les contrats de sous-traitance, il est tout à fait possible de faire référence à la norme AFNOR. La norme AFNOR, ce n'est pas seulement une norme qui s'applique entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage. Dans les contrats de sous-traitance, il est tout à fait possible de faire référence à la norme AFNOR. Alors, peut-on faire uniquement référence à l'annexe de la norme relative au compte prorata, notamment dans le cadre d'un marché public? Oui, tout à fait. Ça se voit très souvent. La seule chose, c'est qu'il faut bien déterminer à ce moment-là, si vous êtes un maître d'ouvrage public et vous faites référence aux 3 annexes, il faut bien déterminer ce que sont ces 3 annexes. Et si par hasard vous dérogez dans votre CCAP aux annexes A, B et C de la norme, ou surtout aux A et B, et bien dans ces cas-là, il faut bien écrire votre CCAP pour pas qu'il y ait une ambiguïté entre votre CCAP et les annexes de la norme. Mais c'est tout à fait possible, et même pas qu'en marché public d'ailleurs. Vous avez des marchés privés où les maîtres de l'ouvrage se contentent de reprendre les annexes A, B et C de la norme sans faire référence au corps de la norme elle-même. Alors, comment est intégré dans la norme l'article 1793 du CC au sujet du marché global et forfaitaire? Alors, l'article 1793 du Code civil, on n'a pas précisé, je crois, dans la norme, ce que c'était, enfin, par rapport au prix global et forfaitaire. On a juste mis, à un moment donné, dans l'article 9.1 ou quelque part comme par là, que ça concernait tous les prix, mais on n'a pas vraiment spécifié d'autres choses. Par exemple, voilà, c'est ça, c'est le 9.1.2. On a considéré que les prix de marché sont un peu réputés tenir compte de toutes les circonstances, implantation, etc. Mais à part ça, on n'a pas vraiment parlé du prix au mètre, du prix global et forfaitaire. Donc, on laisse aux maîtres de l'ouvrage, entrepreneurs, la possibilité de décider eux-mêmes dans leur marché de ce qu'ils vont mettre. Et puis juste en plus sur cet article, je vous rappelle quand même que le Code civil sur ces articles-là va être modifié et que nous ne voulions pas anticiper une quelconque modification puisque nous ne savons pas exactement ce qui va ressortir de la révision du Code civil et la révision de cet article. Y a-t-il l'obligation d'établir des ordres de service? La réponse est non, il n'y a pas d'obligation, sauf si vous avez un maître d'œuvre. L'habitude, la pratique considère que c'est toujours le maître d'œuvre qui fait un ordre de service. Moi, quand on m'appelle à la fédération et qu'on me dit j'ai un ordre de service, pour moi, c'est le maître d'œuvre. Le maître de l'ouvrage en fait parfois, même si c'est
bizarre, mais c'est comme ça, c'est tout à fait possible. Mais nous avons quand même un article dans la norme qui concerne l'ordre de service. Il est évident que si jamais la norme est citée mais qu'il n'y a pas de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ne fera pas toujours des ordres de service. Donc la réponse est non, l'ordre de service n'est pas obligatoire, sauf si vous avez un maître d'œuvre qui a comme mission d'émettre des ordres de service vis-à-vis des entrepreneurs tout au long du chantier. La carte d'identification professionnelle est-elle obligatoire sur les petits chantiers privés? Je ne sais pas ce que vous entendez par petit chantier privé, mais je vous dirais oui, puisque la carte d'identification professionnelle est obligatoire maintenant sur tout le territoire pour toutes les entreprises, même les entreprises étrangères, même si vous prenez du personnel intérimaire, même si vous avez des sous-traitants. Voilà, donc les petits chantiers, je ne sais pas ce que vous entendez par petit chantier, mais la réponse est oui, pour tous les chantiers sur le territoire. En marché public, le paiement direct du sous-traitant est obligatoire à partir de 600 €. Pas de question. Oui, si, une question là, que pensez-vous? Ah oui, pardon. Alors, autre question. Que penser de CCAP de sociétés de logements sociaux qui interdisent la moindre sous-traitance? Alors, c'est tout à fait contraire à la loi de 75. Donc, la loi du 31 décembre 1975 est une loi d'ordre public relative à la sous-traitance. Je vous rappelle qu'elle a été modifiée suite à la parution de l'ordonnance et du décret concernant les marchés de la commande publique. Je crois que c'est l'article 4 de la loi, j'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, c'est l'article 4 qui a été modifié. Et donc, puisque cet article a été modifié, il reprécise bien que tous les maîtres de l'ouvrage soumis à la commande publique sont dans le titre 2 du paiement direct. Ce qui veut dire que, une société anonyme d'HLM n'a pas le droit d'interdire la sous-traitance, sauf dans le décret, que je n'ai pas non plus amené parce que je ne pensais pas qu'on aurait les questions sur la commande publique, dans le décret du 25 mars 2016 ou dans l'ordonnance, je ne sais plus, il est prévu effectivement que le maître d'ouvrage peut demander à l'entrepreneur principal d'exécuter des prestations spécifiques. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui n'empêche pas que si la sous-traitance totale est interdite en marché public, on a la possibilité de sous-traiter à partir de 600 € TTC et d'être en paiement direct avec les SA d'HLM. Alors, la NFP 03001 fait-elle référence aux modalités de mise en application de la retenue de garantie pour lever des réserves de réception? Oui, je l'ai peut-être pas dit, c'est vrai. Nous avons modifié les articles 17. Ça, c'est une question très intéressante. Je suis passée un peu vite là-dessus. Nous avons modifié certains articles concernant effectivement la réception avec réserve pour obliger le maître de l'ouvrage à accepter notamment que l'entrepreneur vienne sur le chantier pour faire ses réserves, puisque nous avions quelques maîtres de l'ouvrage qui parfois refusaient que l'entrepreneur revienne sur le chantier pour faire les travaux correspondant aux réserves. Et ensuite, ils disent, bah oui, vous n'êtes pas venu, donc je garde la retenue de garantie. Donc, si vous relisez attentivement les articles que j'ai sous les yeux, qui sont les 17.2.5, vous verrez par rapport à l'ancienne norme que nous avons effectivement mis notamment dans l'article 17.2.5.1, le deuxième alinéa, je crois que c'est celui-là que nous avons réécrit, où on dit le maître de l'ouvrage s'engage à permettre à l'entrepreneur d'accéder au chantier pour procéder à la levée des réserves. À défaut et après mise en demeure restreinte infructueuse au bout de 15 jours, les réserves sont réputées levées. Voilà, ce sont des petites phrases comme ça qu'on a rajoutées dans cet article-là, dans le 17.2.5, réception et réserve, pour obliger le maître de l'ouvrage à accepter que l'entrepreneur vienne faire les travaux correspondant aux réserves. Alors, nous allons prendre une dernière question. Oui, où ça? C'est quand même... non. Alors, la carte d'identification professionnelle est-elle obligatoire pour les artisans? Et ça sera malheureusement la dernière question. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était obligatoire pour tout le monde. Dans la norme AFNOR, nous n'avons pas différencié. On parle de l'entrepreneur. Donc, elle est obligatoire pour tout le monde. Voilà. Alors, merci encore Frédéric Stéphan d'être venu partager avec nous votre expertise sur la norme NFP 03001. Merci aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Il y avait beaucoup de questions. Le prochain rendez-vous se déroulera le 23 mars. Virginie Lefebvre-Alain viendra nous faire partager ses connaissances sur la maison à ossature-bois. Et n'hésitez pas à consulter nos vidéos sur la chaîne YouTube, notamment vous pouvez revoir celle-ci très prochainement. Alors la chaîne YouTube s'appelle La Révolution Keox. À très bientôt.